Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Cheikh Tidiane Gadio. Docteur, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président du mouvement politique et citoyen Louis Jotna, président de l'IPS, l'Institut panafricain de stratégie et ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'actualité au Sénégal, c'est l'arrestation d'Hissène Habré, l'ancien président tchadien qui vit en exil chez nous depuis 23 ans, a été cueilli dimanche dernier. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrestation d'Hissène Habré? Pierre-Edouard, je vous remercie encore une fois de cette invitation et je continue, comme je crois tous les acteurs de la vie politique nationale, de vous féliciter pour la qualité de cette émission qui contribue beaucoup à l'éducation politique et citoyenne de nos compatriotes. Alors, concernant la question de Hissène Habré, vous savez que j'ai été quelque part impliqué dans la gestion de ce dossier du temps où j'étais ministre des Affaires étrangères et j'ai beaucoup travaillé avec l'Union africaine sur l'instruction du président Abdoulaye Wade à l'époque pour que le Sénégal puisse trouver un format pour que Hissène Habré soit jugé chez nous, ici en Afrique. Alors moi, j'étais très engagé sur deux plans par rapport à ce dossier. Le premier plan, c'était que j'étais très choqué, pour dire un mot fort, n'est-ce pas, par la propension de nos amis occidentaux à demander que ce qu'ils appellent les criminels de guerre ou ceux qui ont commis des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité leur soient livrés, ligotés et livrés pour qu'eux, ils aillent s'en occuper. Je trouvais ça inacceptable que nos chefs d'État ou nos anciens chefs d'État, on leur réserve un tel sort en leur confiant à soi-disant la justice internationale, qui est en réalité la justice de certains partenaires occidentaux. Et je ne vois pas en quoi les Africains auraient appris quoi que ce soit dans de telles procédures, et en plus maintenant de l'image terrible que ça projette au niveau des jeunesses africaines, au niveau des peuples africains, du point de vue de leur réarmement moral, qui est notre grand combat aujourd'hui, à quoi ça rimerait en fait de prendre nos dirigeants, nos anciens dirigeants, accusés de quelque chose et les livrer à nos partenaires occidentaux pour qu'eux s'occupent, n'est-ce pas, du colis. Alors j'étais absolument contre et j'ai participé, comme tous les mouvements de droits de l'homme en Afrique, au combat pour que les Africains se dotent de juridictions spéciales qui nous permettent de connaître de ces questions, de mener les investigations et de juger, entre guillemets, nos criminels ou nos supposés criminels ou nos présumés criminels, de les juger ici dans le continent africain, là où ils ont commis des crimes. Donc nous avons suivi la procédure. L'Union africaine, vous vous rappelez la procédure qui avait été adoptée, l'Union africaine demande au Sénégal de juger Habré. Malheureusement, il faut l'avouer, il y a eu beaucoup de lenteur. Ah bon? Beaucoup de lenteur, beaucoup de bureaucratie et beaucoup de problèmes liés aux questions de budget, de financement du procès, etc. Il aurait dû être jugé depuis longtemps. Oui, parce que c'était au sommet de Banjul en 2006 qu'on avait obtenu mandat de l'Union africaine d'organiser le procès de Habré. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que moi je ne révèle jamais, comme je l'ai toujours dit, des secrets d'État ou des questions qui relèvent vraiment de l'État à un certain niveau. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des lenteurs. La conséquence de ces lenteurs, c'est qu'on est en 2013 et c'est maintenant que Hissène Habré devra faire face à son destin. Alors, il y a des Sénégalais qui disent l'hospitalité est sacrée en Afrique, on n'aurait pas dû le faire. D'autres qui disent que ces droits sont violés parce qu'on a créé une juridiction spéciale, etc. Sans entrer dans le débat juridique et sans préjuger de comment toute cette procédure va se dérouler, très franchement, je pense que M. Hissène Habré lui-même a intérêt à cette procédure. Il a toujours proclamé son innocence. Comme on dit aux États-Unis, voilà enfin sa chance devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire, devant le juge, pour prouver effectivement que les accusations qui sont portées contre lui ne sont pas fondées. De la même manière, les milliers de victimes qui sont décédées, ceux qui vivent, leurs parents, leurs héritiers, ont droit à cela. Et en plus de cela, l'Afrique a besoin d'apprendre de ces questions-là pour que plus jamais un dirigeant africain ne se donne le droit
d'avoir une licence pour tuer, une licence pour torturer, une licence pour assassiner, en étant à peu près sûr qu'il pourra se doter ou se prémunir par une forme d'impunité. Donc l'affaire Hissène Habré intéresse l'Afrique fondamentalement sous ce rapport. Maintenant, qu'il soit traité correctement, comme quelqu'un qui est accusé, présumé coupable. Parce que là, on a l'impression qu'il est déjà sur le grill, hein, Hissène Habré. Je ne pense pas. Je pense que, honnêtement, les preuves semblent accablantes. Les accusations semblent très fondées, parce que vous vous rappelez qu'il y a eu une première instruction en Belgique où il y a tout un dossier, il y a eu des fuites par rapport au dossier. Mais maintenant, moi, le fait que des Africains en qui j'ai confiance en leur expertise, j'ai confiance en leur intégrité, prennent en charge un tel dossier, me rassure. Et je pense que la question va être traitée avec toute la correction requise pour que justice soit faite et surtout qu'il y ait une totale manifestation de la vérité. Mais seulement, on a constaté, ou bien ces avocats ont déclaré qu'ils vont boycotter le procès parce qu'ils ne reconnaissent pas les chambres spéciales africaines mises en place pour juger leurs clients. Donc c'est une erreur de leur part, c'est ce que vous voulez dire? Je ne suis pas avocat de Hissène Habré, loin s'en faut, pour devoir me prononcer sur une telle prise de position. Je souhaite, moi, je dis ce que je souhaite en tant qu'Africain, panafricain connu comme étant mobilisé sur les questions, toutes questions qui concernent l'Afrique. Mon souhait est toujours le même, c'est-à-dire qu'on trouve un compromis, que les avocats de Hissène Habré soient traités avec tout le respect dû à leur fonction et à leur mission, qu'ils aient accès à tous les dossiers, que la diligence avec laquelle tout le monde souhaite que ce dossier soit traité et clos rapidement soit respectée par toutes les parties. Donc on accélère la cadence. Le peuple tchadien a droit à la vérité. Les victimes tchadiennes ont droit à la vérité. Les peuples africains en général, non seulement ont droit à la vérité, mais doivent apprendre de cette expérience. Et tous ceux qui en Afrique, en cachette, ont torturé, ont massacré, ont tué, qu'ils sachent que désormais, cela ne sera plus possible dans ce continent. Les Africains ont subi l'histoire depuis 5 siècles. Esclavage, colonisation, extermination, génocide. Vraiment, on peut multiplier les concepts comme ça. Et maintenant, quand c'est commis par la personne en qui nous reposons la souveraineté de notre pays, son indépendance, la sécurité et la défense nationale, c'est-à-dire le chef de l'État, si c'est cette personne qui est accusée d'avoir commis ces crimes, cette personne devrait, comme dans le cas d'espèce, dire que ben, allons-y, je veux un procès, je veux mon jour, mon rendez-vous avec l'histoire, et vous allez voir ce que vous allez voir. Mais cette personne ne doit pas refuser, et je suggère fortement que ces avocats reconsidèrent la situation. C'est une belle occasion pour l'Afrique, non seulement de laver le linge sale en famille, mais de dire au reste du monde que ce que vous voulez venir faire chez nous, nous-mêmes nous savons le faire. Laissez-nous le faire entre Africains, et je crois que c'est mieux ainsi. Oui, un mot sur les conditions de son arrestation. Il a été cueilli un dimanche, en l'absence de ses avocats. Son épouse parle même d'enlèvement. Vous dites quoi? Vous savez, c'est un dossier, encore une fois, très complexe, qui a pris beaucoup de temps. Il y a peut-être des questions de forme, hein, certainement. N'étant pas juriste, ne sachant pas exactement si dans les textes de droit ou dans le code pénal ou dans les différents textes qui organisent notre justice, il y a des jours où on peut arrêter ou des jours où on ne peut pas arrêter. Quelle forme cela doit... N'étant pas un juriste, je préfère être humble sur cette question et dire je ne sais pas exactement. Mais je sais qu'apparemment ça ne s'est pas fait avec violence. Il n'y a pas eu de contraintes particulières. Et encore une fois, si M. Hissène Habré est sincère dans ce qu'il dit, je veux mon jour pour dire la vérité, ben voilà, il a eu l'occasion, à la limite, même sur un simple coup de fil, lui-même devait se diriger vers là où on l'attendait. Et honnêtement, encore une fois, je dis que pour ce que j'en sais, ce dossier est extrêmement grave et ne doit pas être banalisé ou minimisé. Les Sénégalais doivent faire très attention, évitons la polémique. Encore une fois, quand la manifestation de la vérité est possible, ça doit faire l'affaire de tout le monde. Oui, un dossier grave qui doit avoir également en principe la comparution d'Idriss Déby, qui était le chef des services de sécurité à l'époque où Habré était président, donc en partie responsable des faits qu'on reproche aujourd'hui à Habré. Il s'est trouvé que Déby a déboursé 2 milliards pour aider un peu à financer le procès. Certains pensent que déjà c'est inéquitable parce que lui, il devait venir. Pensez-vous que le Sénégal devait accepter l'argent d'Idriss Déby? Deux choses. La première, les accusés que j'ai rencontrés, les victimes que j'ai rencontrées, qui ont demandé le procès de Hissène Habré, ne m'ont jamais parlé d'Idriss Déby comme étant un acteur qui a commis des actes répréhensibles et dont ils demandent le procès ou l'arrestation. Jamais.
C'est la première fois que j'entends la question formulée ainsi. Deuxièmement, beaucoup de gens ont collaboré avec des leaders, comme Charles Taylor par exemple, qui par la suite a été arrêté, Laurent Gbagbo, qui par la suite a été arrêté, aujourd'hui devant la justice internationale. Nulle part, je n'ai entendu d'autres collaborateurs, disons, avoir les mêmes griefs portés contre eux directement. Le responsable, ce qu'on appelle le donneur d'ordre, n'est-ce pas? Celui qui demande qu'on exécute telle ou telle activité répréhensible. En général, la justice se concentre sur cette personne-là. Et non sur l'exécutant? Même pas, je ne suis même pas sûr, parce que ne connaissant pas la situation tchadienne, n'ayant pas vécu au Tchad, et encore une fois, n'ayant pas entendu aucune des victimes ou de ceux qui portent les accusations sur Habré porter une telle accusation sur le président Idriss Déby, je ne peux pas endosser cette démarche-là, cette accusation. Ensuite, j'étais là quand le président Abdoulaye Wade demandait à la communauté africaine et internationale d'aider le Sénégal à faire le montage financier, donc du budget dont on a besoin pour exécuter correctement cette mission de l'Union africaine. Et il avait tapé sur la table au moment pour dire que les pays africains eux-mêmes qui lui ont donné le mandat ne peuvent pas laisser l'Union européenne ou les autres s'en occuper. Parce que ça revenait au même. On refuse de donner, entre guillemets, nos criminels à l'Europe pour que l'Europe les juge. En même temps, on va aller chercher l'argent en Europe pour venir les juger en Afrique. Et donc, moi, quand le président Déby, au nom de la République du Tchad d'ailleurs, avait engagé la volonté de son pays de voir ce procès se tenir et la manifestation de la vérité se faire, j'avais, moi, applaudi à leur décision. Quand on annonçait d'ailleurs cette contribution, j'étais là dans la salle assis, et je sais que ça s'est fait de façon apparemment tout à fait spontanée et transparente, et je ne vois pas pourquoi il y a autant de bruit autour de ces questions. Mais on est au Sénégal. Dès qu'il y a le mot milliard, c'est la panique générale. On se demande qui a intérêt à ces milliards, qui a récupéré ce milliard, etc. Mais là, ça me semble vraiment être une affaire de relation d'État à État. Et le président Wade a même sollicité d'autres pays africains que je ne nommerai pas et qui avaient donné des engagements qu'ils aideront en mettant de l'argent pour que ce procès puisse se tenir non pas au nom du Sénégal, encore une fois, mais au nom de l'Afrique. Au nom de l'Afrique, mais on voit que les juges qui composent les chambres sont tous sénégalais. Donc oui, il n'y a rien d'africain dans ce procès. Non, si on dit que c'est une chambre spéciale africaine et que si c'est l'Union africaine qui accepte que cette chambre soit créée en son nom pour faire le procès, en tant que tel, je crois que l'expertise sénégalaise étant là, je souhaite, moi, je sais que le président Robert Dossou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin et président de l'Association des cours constitutionnelles d'Afrique, donc il y a une grande compétence continentale. Je sais qu'il travaille sur ce dossier-là, mais je ne sais pas à quel niveau, avec quelle responsabilité. Mais je sais que les grands juristes de ce continent sont mobilisés autour de ce dossier. Donc en faire un dossier sénégalo-sénégalais ne me semble pas juste. Moralité de l'histoire, quelles leçons le Sénégal et l'Afrique de manière générale peuvent-ils tirer de cette affaire Hissène Habré? Si cela se passe très bien et traité comme il faut, un des enseignements, c'est que plus personne en Afrique ne va diriger en se disant que j'ai une garantie d'impunité par la suite et que je peux torturer, massacrer et tuer à ma guise, il ne se passera absolument rien. Parce que quand même 40 000 victimes, c'est presque des actes génocidaires, 40 000 victimes. Si c'est avéré et prouvé, c'est catastrophique. Ensuite, l'autre enseignement qu'on peut tirer, c'est que le droit africain va se renforcer. L'expérience africaine en matière de juridiction spéciale va se renforcer et tout cela va entrer dans le cadre de la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Parce que la bonne gouvernance a ce volet-là important et vraiment je pense que le continent a intérêt à mener cette affaire jusqu'au bout. Encore une fois maintenant, il faut que les suspicions, les accusations, les échos parallèles autour ne nous empêchent pas de nous concentrer sur l'essentiel. Est-ce que M. Hissène Habré aura ce que les anglophones appellent un fair trial, un procès juste, équitable, si tous ces droits seront respectés? Mais plus fondamentalement, est-ce que les victimes, ceux qui ne sont plus là et ceux qui sont là, leurs ayants droit, leurs héritiers, est-ce que tout le monde, au sortir de ce processus, tout le monde dira que tout s'est bien fait, tout a été respecté et la vérité s'est manifestée? M. Hissène Habré est un tyran, est un criminel, qui a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et pour cette raison, il va être puni de cette façon. Ou bien, au total, on s'était trompé, on avait fait fausse route,
On l'a accusé de choses qu'on n'a pas pu prouver ni établir. Donc, M. Hissène Habré est au fond innocent. C'est ça, à mon avis, qui est essentiel. Voilà. L'autre actualité africaine, c'est l'Égypte, l'armée qui prend le pouvoir après avoir déposé le président Mohamed Morsi environ 1 an, jour pour jour, après son élection. Vous dites quoi? Coup dur pour l'Égypte ou bien c'était un mal nécessaire? Alors, un coup d'État, c'est quand des militaires en général, d'ailleurs, renversent un pouvoir et prennent le pouvoir. Sauf que là, ils recusent le terme coup d'État. Mais je les comprends, je les comprends. Et pour dire la vérité, entre les militaires égyptiens et M. Morsi, j'ai choisi les manifestants de la place Tahrir, le peuple égyptien qui était sorti et qui a dit son ras-le-bol à M. Morsi. M. Morsi a commis beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs en ce sens que le manteau de la légitimité, j'ai été élu démocratiquement. C'est bien de le dire. Et je souhaite que tous les dirigeants africains puissent regarder leur peuple dans les yeux pour dire j'ai été élu démocratiquement. Ça, c'est bien. Mais à côté de cela, est-ce que ça vous donne la licence, justement, pour maltraiter votre peuple, maltraiter les institutions, abuser de votre pouvoir et ne pas répondre aux questions fondamentales qui ont fait qu'il y a eu la révolution en Égypte et il y a eu le changement. Le peuple est sorti dans la rue pour le pain, l'emploi, la liberté. M. Morsi devait se caler sur ces 3 enjeux. Comment régler les problèmes économiques de l'Égypte, baisser le coût de la vie, créer des emplois et effectivement étendre les libertés dans un pays qui a toujours été dirigé par les militaires depuis qu'on a renversé le roi dans ce pays-là, n'est-ce pas? Nasser était un militaire, Sadat était un militaire, Moubarak était un militaire. Donc Morsi aurait pu élargir les libertés démocratiques, bâtir un large consensus. Et une des grandes leçons que tous les dirigeants africains doivent profondément méditer de cette crise, c'est qu'encore une fois, c'est les anglophones qui le disent, winner takes it all. Moi, cela veut dire celui qui gagne prend tout. Dans nos pays, ce n'est pas possible. On a des consensus mous, très fragiles. On est sorti d'un système colonial avec tout ce que l'on sait comme héritage. On n'a pas eu le temps de bâtir des États solides, des institutions solides. Comme disait Barack Obama, des institutions fortes. Alors, quelqu'un gagne des élections, comme aux États-Unis, Barack gagne avec 51%. Mais il sait qu'il y a 49% d'Américains qui n'ont pas voté pour lui et qui ont voté pour quelqu'un d'autre. Et il prend le FBI, qui est une agence de renseignement stratégique pour un État, n'est-ce pas? Il le confie à un adversaire, c'est-à-dire à un gars du parti, un monsieur du parti républicain. Cette culture de partage, de gestion concertée du pouvoir, qui consiste à s'appuyer sur l'expertise nationale. Aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, si le meilleur expert sénégalais pour résoudre la question de l'électricité, c'est quelqu'un du PDS, par exemple, de l'ancien parti qui était au pouvoir, en quoi ce serait gênant de lui dire, monsieur ou madame, vous êtes reconnu au Sénégal comme étant le meilleur expert ou la meilleure experte dans le domaine de l'électricité, venez servir votre pays. C'est comme ça. Cette leçon, Morsi ne l'a pas apprise. Les frères musulmans sont en Égypte depuis 1928. Ils ont eu le temps de se sédimenter, de s'organiser. Et quand Moubarak est tombé, c'était la seule force organisée capable effectivement de remporter les élections. Mais ouvrez-vous, ouvrez le système, tendez la main aux autres, travaillez avec tout le monde. Mais ils ont essayé de consolider leur pouvoir et ils ont fait preuve d'exclusion. La conséquence est là. Et quand l'armée les a renversés, la déclaration du général Al-Sisi était très claire. Il dit le peuple nous a lancé un cri du cœur, un appel. Nous avons entendu son appel au secours, mais pas son appel à venir prendre le pouvoir. Donc nous ne prenons pas le pouvoir, on n'a qu'à organiser une transition civile, aller à des élections, n'est-ce pas? Et beaucoup ont suivi d'ailleurs en disant oui, mais aller aux élections rapidement. Oui. Donc quelque part... La transition devait prendre combien de temps à votre avis? D'abord, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de vérifier dans la constitution égyptienne quelle est la durée de la transition. Dans beaucoup de pays, on dit entre 60 et 90 jours organiser des élections. Si tel est le cas, il faut que ça se fasse rapidement. Mais avant ça, les Égyptiens ont besoin de se réconcilier entre eux-mêmes. Ils ont besoin de dialoguer. Et je n'ai pas du tout apprécié, pour dire tout à fait les choses, pour dire les choses honnêtement, tous ceux qui ont rappelé l'expérience algérienne, la confiscation de la victoire du fils, en insistant sur le fait que on pourrait aller à une guerre civile en Égypte. C'est comme s'ils encourageaient que ce modèle qui s'est déroulé en Algérie soit remémoré un peu à nos frères et sœurs d'Égypte pour leur dire, écoutez, faites un peu comme l'Algérie. C'est pas bien. On n'en est pas loin, il y a eu une 50aine de morts. Mais justement, c'est que là c'est parti... partisans de Morsi et...
Voilà, et opposant. Et nous, on doit prier. L'Égypte est un pays important pour l'Afrique. Vous connaissez le rôle de l'Égypte dans l'histoire, l'Antiquité africaine, l'immense estimée amitié que nous avons pour le peuple égyptien. Nous souhaitons que rapidement, Mohamed El Baradei est quelqu'un que je connais personnellement et avec qui j'ai de très bonnes relations humaines. C'est un homme brillant, c'est un homme compétent et qui aime son pays. Si on lui donne une chance, peut-être que lui aussi, il va rapidement tendre la main. Aux frères musulmans, ils ont ce que j'appelle l'aile progressiste, les modérés, parce que par-delà l'idéologie, l'islam politique, il faut bien quand même comprendre que c'est des Égyptiens comme tous les autres. Ils ont des avis, des opinions. Et il est important qu'on les embarque, eux aussi, dans la reconstruction nationale et dans la réconciliation. Si on se précipite pour faire des élections dans un mois, alors que le peuple n'est pas réconcilié, les militaires vont encore revenir une autre fois. Mais je précise ma pensée sur la question. Je suis absolument contre tous les coups d'État. Aucun compromis là-dessus, n'est-ce pas? Mais ce qui est arrivé en Égypte, l'armée avait malheureusement un seul choix. Obéir aux ordres du chef de l'État et réprimer les manifestants, ou alors essayer de voir comment favoriser un consensus au sein de la classe politique, essayer d'y contribuer. Et ils l'ont fait à leur manière. Peut-être qu'ils ont pu commettre des erreurs ça et là, mais pour l'essentiel, leur position, le peuple nous a appelés au secours, pas au pouvoir. Moi, je l'ai apprécié, pour dire les choses honnêtement. Et l'histoire de Morsi, j'ai gagné les élections avec 11 millions, 12 millions de votants. Si c'est vrai que 20 millions d'Égyptiens sont sortis dans la rue pour lui demander de partir, je crois qu'il devait lui aussi en tirer les conséquences. Vous disiez tout à l'heure que vous comprenez les militaires parce qu'ils recusent le terme coup d'État. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu votre pensée là-dessus? Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, quand les militaires font un coup d'État, ils prennent le pouvoir. Ils s'installent, ils se présentent en sauveur, en messie, etc. Et ils proposent des solutions. Dans le cas de l'Égypte, d'abord ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le général Al-Sisi a appelé toutes les grandes personnalités de l'Égypte, du clergé, de la société civile. On voyait le patriarche des Coptes, Mohamed El Baradei, assis. D'abord une démarche consensuelle, pour montrer que ce n'est pas une aventure ambiguë des militaires égyptiens. Ensuite, il déclare que les militaires égyptiens ne prendront pas le pouvoir, n'exerceront pas le pouvoir. C'est le président de la Cour constitutionnelle suprême, je crois que c'est le concept consacré chez eux, qui va faire ce travail. Et ensuite, il demande à la classe politique de s'entendre, de travailler autour d'un projet de constitution, de nouvelle constitution, et d'organiser des élections. Donc, appeler cela coup d'État me gêne. Des amis m'ont dit, oui, mais l'Union africaine a suspendu l'Égypte pour coup d'État. L'Union africaine suspend tout pays qui a fait ce qu'on appelle un changement anticonstitutionnel. C'est-à-dire un changement qui n'est pas inscrit dans les formes de changement politique acceptées par la Constitution. Donc, par respect pour effectivement sa charte, l'Union africaine est obligée de... Mais il n'y a pas plusieurs manières de faire un coup d'État. Hein? Oui. Un coup d'État reste un coup d'État. C'est-à-dire? Ce que les militaires ont fait reste c'est un coup d'État parce qu'ils ont destitué un président légalement élu. Se pose alors l'autre question. Encore une fois, il y a des situations qui sont créées où l'armée a un seul choix. Obéir aux ordres de l'exécutif, ça veut dire aller réprimer et massacrer les populations. Quand l'armée, par exemple, refuse de le faire, elle laisse les populations entrer dans le palais, destituer le président ou l'assassiner, etc. Est-ce que ça aussi c'est une voie responsable? Je ne crois pas. Donc on est dans une situation, vous savez, les concepts ont une vie. Les concepts correspondent à des moments historiques. La révolution des Eyes au Portugal, quand il y a eu ce coup d'État-là, c'est curieux, c'est un des rares coups d'État dans l'histoire qui a été salué. Parce que quoi? Ça a permis de mettre fin à la dictature de Salazar et ça a permis de mettre fin aux guerres en Afrique. Guinée-Bissau, Angola, pas tout à fait en Angola parce que ça continue un peu. Et ensuite, il y a une guerre interangolaise. Mais je veux dire que ça a quand même apporté un progrès dans l'humanité parce que ça a réglé le problème. Et il ne faut pas que je donne l'impression d'avaliser les coups d'État. Pour moi, les militaires, je suis clair sur une question. On ne peut pas vous donner des armes pour veiller sur nous et vous prenez ces armes pour nous faire peur et prendre le pouvoir, opérer des coups d'État ou prétendre que vous savez comment on doit bien diriger, comment on doit bien gouverner et que c'est vous-même qui allez diriger. L'Afrique a subi plus de 180 coups d'État, nous n'en voulons plus. Mais il faut aussi demander aux présidents civils, démocratiquement élus, de respecter leurs engagements et de respecter leur peuple. Et que dans tous les pays démocratiques, constitution américaine, vous pouvez vérifier, beaucoup de constitutions de pays démocratiques, il est dit que le peuple, les citoyens ont le droit de se révolter contre la tyrannie. Ce n'est pas parce que vous êtes démocratiquement élu que vous avez le droit à exercer la tyrannie. Morsi? Non, peut-être pas, c'est peut-être un mot trop fort. Mais dans son comportement,
il a fait preuve de beaucoup d'exclusion, il n'a pas tendu la main aux autres. Et encore une fois, il a suspendu des institutions, il a dirigé par des décrets présidentiels, etc. Il n'a pas renforcé la démocratie, il n'a pas réglé les 3 préoccupations du peuple égyptien. Le pain, l'emploi, les libertés élargies. Ça, il ne l'a pas fait. Oui. Et il a créé une situation de confrontation et il est tombé. Et maintenant, son pays est ouvert à quoi? Possibilité de guerre civile, ce qui va être encore une autre responsabilité historique plus catastrophique. Je crois qu'il est temps que des franges importantes de son mouvement acceptent de s'asseoir avec la société civile et les autres partis pour qu'ensemble, ils se réconcilient d'abord encore une fois et qu'ils relancent le processus démocratique dans leur pays. Mais dire que vraiment simplifier les choses en disant c'est un coup d'État, on condamne et on avance, c'est vrai que l'armée a fait une immixtion. Mais de là disons, c'est peut-être un peu trop simplificateur. Oui. Après le printemps arabe, craignez-vous qu'un autre vent de révolte souffle dans le monde arabe? Vous savez, moi j'ai dit que le mot printemps arabe, je le récusais un peu. Parce que d'abord, un peu pour sourire, quoi. Après le printemps, c'est l'été qui suit. Dans tous les pays du monde, dans tous les systèmes. Je ne connais pas encore de printemps suivi de l'hiver. Mais là, on a eu un printemps suivi de autre chose qu'un été. Parce que ce n'était pas l'été des... n'est-ce pas, l'éclatement des libertés renforcées, une nouvelle économie. Vous voyez la Tunisie, par exemple, sous Ben Ali, pays émergent qui atteint des résultats économiques extraordinaires. Après la Révolution, la Tunisie a semblé avoir d'abord stagné, ensuite un peu régressé. Et sur la question des libertés, vous savez, vous avez vu le rappeur qui avait été arrêté, il y avait le grand leader de l'opposition qui a été froidement assassiné. Il y a eu quand même des enjeux, mais on fait confiance au peuple tunisien, à la classe politique tunisienne, pour un sursaut national, pour qu'on règle ces problèmes-là. Alors la Libye, à ce jour, la stabilisation de la Libye a été un problème, et la conséquence la plus grave, c'est que la chute de Kadhafi et comment dirais-je, l'autre qui disait que après les Occidentaux sont venus, ils ont réglé un problème, ils sont partis. Le problème, c'était éliminer Kadhafi. Il n'y a pas eu de service après-vente, comme il dit. Et toutes ces légions-là, pro-Kadhafi, avec leurs armes et bagages, ont déménagé dans le Sahel. Et le Sahel est devenu une zone catastrophique pour nous tous. La conséquence, c'est que le Mali était tombé. Aujourd'hui, le Mali est en train de se redresser et on est allé dans des situations extrêmement pénibles. Donc, j'ai dit à des amis, hein, d'abord, c'était pour moi un printemps afro-arabe, parce que moi, je défends que l'Égypte, la Libye et la Tunisie ne sont pas des pays du Moyen-Orient, ce sont des pays africains. Et donc, c'est important qu'on réclame une partie de cet héritage. Et ensuite, je dis que si c'est en termes de révolte pour la liberté, le printemps arabe a commencé au Sénégal le 23 juin 2011. Nous avons ici... Nous nous sommes dressés pour régler un problème de constitution. Nous avons défendu notre constitution et nous avons triomphé. Et nous l'avons fait dans des termes, à mon avis, pas trop violents. Et il n'y a pas eu des centaines ou des milliers de morts et tout ça. Donc vraiment, je pense qu'il faut réfléchir à nouveau le concept de printemps arabe. Après le printemps, c'est l'été. Après le printemps, ça ne peut pas être le recul. La canicule. Voilà. Voilà. Craignez-vous le phénomène de contagion, surtout pour le reste de l'Afrique? Je parle de l'Afrique subsaharienne. Entre nous, vous savez que beaucoup de progressistes africains ont rêvé qu'après les soulèvements, parce que c'est de cela qu'il s'agit, des soulèvements en anglais, ils disent les uprisings là, dans les pays arabes. Beaucoup ont rêvé que ces soulèvements arrivent en Afrique. Vous savez, moi, parfois, je suis désolé pour deux choses. D'abord, ils ne font pas attention. Arrivent en Afrique. On est en Afrique, en Égypte, en Tunisie, en Libye. Deuxièmement, s'ils veulent dire Afrique subsaharienne, on ne peut pas compter sur ce qui arrive dans d'autres pays et prier pour que ça arrive chez nous. Il faut qu'on accepte que beaucoup de ces processus qui mènent à de bons résultats sont des processus endogènes. C'est-à-dire ça naît, comme ce qui s'est passé au Sénégal, c'était propre à la situation du Sénégal, un combat contre une dévolution dynastique du pouvoir, un troisième mandat, etc. Ça, c'est des choses spécifiques. Donc, histoire de contagion, moi je crois en l'histoire qui s'accélère. Qu'est-ce qui accélère l'histoire? C'est ça un des plus grands mystères. Les croyants diront c'est la main divine, n'est-ce pas? Personne n'avait pensé que l'Amérique allait élire un président noir. Les gens vous diraient à l'époque, attendez 50 ans encore. Ça s'est fait 2 ans après ou 1 an après. Donc ce qui accélère l'histoire de l'Afrique, qui accélère le combat pour les libertés, pour des gouvernements qui respectent la gouvernance démocratique, qui respectent leur population, les citoyens et tout, et qui gouvernent bien,
dans l'intégrité, dans une haute moralité. Ce qui va accélérer ce processus, on ne le sait pas tellement. Et ce n'est pas certainement juste de regarder à la télévision les printemps arabes et d'ouvrir sa fenêtre pour voir si ça bouge dans son propre pays. Ce n'est pas aussi simple. Morsi, destitué juste 1 an après son élection, cela signifie-t-il que de plus en plus les peuples sont pressés de voir les promesses ou même les engagements électoraux se réaliser rapidement? Absolument, c'est-à-dire que les Anglais ont encore une fois, je ne vais plus les citer après, hein, mais une expression, you will never get a second chance to make a first impression. Tu n'auras jamais une deuxième chance pour faire une première impression. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, si vous ne posez pas des actes qui prouvent aux populations que vous ne pouvez pas régler tous les problèmes en 1 an. Au Sénégal, ici, certains ont reproché à notre président de n'avoir pas réglé les problèmes en 1 an. Moi, je n'étais pas de ce combat-là. Et j'ai dit les raisons. Quand quelqu'un est élu pour 5 ans, il est jugé sur 5 ans. C'est vrai qu'il faut qu'il pose beaucoup d'actes importants dans la première année pour que les gens, les citoyens, sentent qu'effectivement, les choses vont aller dans la bonne direction, n'est-ce pas? Et Morsi a raté le coche de ce point de vue. Il a passé plus son temps à batailler pour contrôler l'appareil d'État et le pouvoir qu'à faire des réalisations concrètes pour le peuple égyptien. Donc je suis d'accord avec vous. Il y a une sorte d'impatience naturelle des peuples parce que l'histoire s'accélère. Les peuples aspirent à la liberté. Les peuples aspirent à plus de pain, et plus d'emplois, plus d'espoir surtout. Et il se trouve que le monde a tellement changé avec la globalisation. Les grandes puissances écrasent le reste du monde, n'est-ce pas? Et de nouvelles grandes puissances ont émergé. La Chine, l'Inde, le Brésil, à côté des États-Unis, à côté de la vieille Europe. L'Afrique n'a pas encore de place dans cet échiquier et nos populations se retrouvent vraiment littéralement écrasées parce qu'ils ne comptent pas dans l'agenda mondial. Et ça, c'est un problème que nous, Africains, encore une fois, devons régler. On ne peut pas sous-traiter nos espérances avec quelqu'un d'autre, que ce soit Barack Obama, notre frère, de l'autre côté, ou des amis chinois ou des amis indiens. Les problèmes des Africains sont confiés par Dieu aux Africains, à personne d'autre. C'est à nous de régler nos problèmes. Et c'est normal que nos populations soient impatientes. Oui, et la transition est toute trouvée. Macky Sall est au pouvoir depuis maintenant plus d'1 an. D'après les actes qu'il pose, pensez-vous que c'est un Morsi en devenir? Je n'irai pas dans cette direction. D'abord, pourquoi? Parce que j'ai une très grande estime pour Macky Sall. Je l'ai toujours dit, on a des relations d'amitié. Si j'avais des craintes de cette nature, ce n'est pas sur un plateau de télévision que je vais les révéler. Je vais lui en parler directement. Un ami, quand il a des appréhensions de cette nature, il vous le dit en vous regardant dans les yeux. Il ne vous l'envoie pas via des plateaux de télévision ou des interviews ou de petites piques ça et là. Et il connaît mon point de vue. Beaucoup de Sénégalais aussi connaissent mon point de vue. Je dis qu'après les élections, le traumatisme qu'on a vécu, les 2-3 dernières années du régime Wade, il y a eu quand même beaucoup de problèmes au Sénégal. Il y a eu beaucoup de confrontations. Le tissu social était presque déchiré. Il y a eu ceux qui ont tenu les assises nationales d'un côté, les autres qui sont, disons, l'éclatement un peu du régime Wade avec les différents départs, Idrissa Seck, Macky Sall, Gadio, etc. Vous mettez tout cela ensemble, le pays a traversé des moments pénibles, des moments difficiles. Et le pays, il y a une frayeur qui a frappé le Sénégal. Les Sénégalais ont peur pour la première fois que les choses se passent très très mal. Donc Dieu nous a aidés, tout ça s'est bien passé et on a élu un nouveau président et on a mis fin à l'ancien régime. Alors, il fallait, je crois, du point de vue de la communication, que l'état des lieux opéré en 2 mois soit présenté au peuple sénégalais, qu'on sache exactement quelle est la situation du pays, après 3 ans de tumulte, de difficultés et tout ça. Et ça n'a pas été fait? À mon avis, ça n'a pas été bien fait, ou bien on n'a pas bien communiqué là-dessus. Ou ça n'a pas été bien fait, ou on n'a pas bien communiqué. La conséquence, c'est que les Sénégalais se sont mis à espérer une accélération de la prise en charge de leurs problèmes et une résolution rapide de leurs problèmes. Certains ont même pensé qu'en 1 an, tous ces problèmes-là devaient être derrière nous. Pourtant, les autorités ont alerté. Elles ont dit dès les premiers jours que les caisses de l'État étaient vides. Ce n'est pas suffisant de dire que les caisses de l'État sont vides. Vous savez, le problème des caisses de l'État, c'est que s'il y a un déficit, que vous allez passer du temps à payer, c'est-à-dire tout ce que vous allez accumuler comme nouvelle richesse, si c'est pour payer, boucher un grand trou que vos prédécesseurs vous ont laissé, effectivement, ça c'est un problème. Mais si vous avez un minimum pour opérer l'État, la machine de l'État, faire fonctionner la nation, moi je pense que la fonction d'un nouveau régime,
d'un nouveau régime, je dis bien, ce n'est pas une simple alternance au sein du même régime, mais d'un nouveau régime, c'est de remobiliser, de galvaniser les populations et les lancer à l'assaut des défis ensemble. De ce point de vue, je pense qu'il y a eu quand même des erreurs. Les choses n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait. Ensuite, si ce qu'on a noté comme problème en faisant l'état des lieux, si telle est la situation, c'est une situation globalement catastrophique, extrêmement difficile, mais la vérité historique commande aussi qu'on le dise non seulement aux Sénégalais, mais qu'il y ait une politique de sursaut national et de réconciliation nationale. On n'a pas eu une politique de réconciliation nationale. Moi, honnêtement, j'ai été très gêné par le fait que quand les Sénégalais aspiraient à la résolution de leurs problèmes sur le terrain de l'emploi, sur le terrain du coût de la vie, les problèmes d'électricité, d'énergie, n'est-ce pas? Et d'autres questions qui sont très très précises. Mais franchement, on nous a tympanisé pendant 1 an, quasiment, sur des histoires d'homosexuels, des débats sur l'homosexuel, gros titres dans les journaux. Il y a une radio étrangère qui m'a interrogé il y a une semaine, dit, oui, le débat sur l'homosexualité s'est invité pendant la visite d'Obama, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, moi, le vrai débat qui s'invite à mon niveau à tous les jours de ma vie, c'est la question de l'emploi au Sénégal, la vie chère, les problèmes d'électricité, etc. etc. Oui. Ce sont ça les urgences nationales des Sénégalais. Mais à qui imputez-vous cette responsabilité? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Il faudrait peut-être une enquête. Nous sommes des communicateurs tous les deux. Il faut qu'on essaie d'auditer qui tire les ficelles derrière pour nous imposer de tels agendas. Alors que le vrai agenda, honnêtement, je pense que le président Macky Sall a non seulement déployé son programme Yoonu Yokkute, mais je pense que son agenda, tout président aurait souhaité, après 1 an, apporter tellement de bonnes nouvelles aux populations, poser des actes tellement positifs que les gens vous applaudissent et vous encouragent à continuer dans cette voie. Donc je ne peux pas penser que ça vienne de lui ou que ça vienne de sa volonté soit traduite ainsi par ce faux débat qui nous enlève. Je ne sais pas. Il faut qu'on cherche. En tout cas, s'il y a des lobbies, pour ainsi dire, qui cherchent à nous imposer leur propre agenda, l'agenda des Sénégalais, c'est le pain, c'est l'emploi, c'est lutter contre la vie chère, n'est-ce pas? Et c'est régler les problèmes de l'éducation, les problèmes de l'agriculture, les problèmes de la santé, les problèmes des infrastructures. C'est ça l'agenda des Sénégalais. Et vous pensez que Macky entre dans le jeu des lobbies? Non, moi je parle du climat général qui a été créé dans le pays, au niveau de la presse, parce que ce sont ces titres-là qui existent. Donc la presse ne reflète que ce qui est réellement. Souvent on accuse aussi injustement la presse en disant la presse nous impose tel débat ou a créé tel débat. C'est faux. La presse reflète ce qui semble être les préoccupations globales ou de la société ou de la classe politique. Mais honnêtement, je pense qu'il faut encore une fois lancer un appel. Moi j'ai commencé à lancer un appel. Ça m'a valu quelques critiques mais aussi quelques, disons, reconnaissances que c'était effectivement la bonne direction. Dans la situation actuelle de l'économie mondiale, dans la situation actuelle du Sénégal et des difficultés que nous traversons, que nous ne pourrons pas résoudre tout seuls en tant que pays, à mon avis, il est juste de penser à une démarche d'ouverture, une démarche de large consensus national, une démarche de regroupement et de rassemblement des Sénégalais autour de l'essentiel. Je peux le dire sans aucune, disons, avec toute humilité, ni Macky Sall tout seul, ni Moustapha Niasse tout seul, ni Idrissa Seck tout seul, ni Gadio tout seul, personne d'entre nous tout seul n'a pas les clés, n'a pas toutes les clés des solutions aux problèmes du Sénégal. Oui. Ce n'est pas possible qu'un seul individu pense qu'en allant faisant cavalier seul, comme disait l'autre, en faisant des échappées solitaires, qu'il peut apporter toutes les solutions aux problèmes des Sénégalais. On a besoin de mettre nos mains ensemble, comme on dit, de nous rassembler, de nous donner l'âme. Ce n'est pas un appel à quoi que ce soit. C'est le cas. C'est Benno Bokk Yakaar qui gouverne ce pays. Mais qui n'a pas fonctionné, fonctionné, disons la vérité. Ne fonctionne pas. N'a pas fonctionné, n'a même pas fonctionné. Vous êtes membre, vous? Bien sûr, nous sommes membres, jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes membres, mais membres d'une institution qui est restée une institution. Benno Bokk Yakaar est plus un symbole qu'une institution. C'est un symbole d'un regroupement de toutes les forces vives autour de Macky Sall pour mettre fin à l'ancien régime. Après cela, malheureusement, le symbole s'est figé. Il ne s'est pas passé une seule réunion des leaders de Benno Bokk Yakaar. Il ne s'est pas passé une seule décision collégiale des dirigeants de Benno Bokk Yakaar. Vous trouvez à redire?
Mais oui, bien, je l'ai dit plusieurs fois. Je me rappelle une petite délégation qu'on avait faite avec nos amis Mamadou Lamine Diallo, les amis de Taxawu Thème et de Jëf Jël. On est allé au palais, on a rencontré le président Macky Sall. Je crois être le premier, et sans tirer la couverture vers moi, je crois être le premier à utiliser le concept de bande des quatre. J'ai dit à Macky Sall, président Macky Sall, faites attention, il ne faut pas qu'il y ait une bande des quatre dans la coalition Benno Bokk Yakaar et dans le vaste mouvement du M23 qui vous a porté, la bande des quatre, qui vous a porté les quatre principaux leaders. Ce qu'ils appellent les quatre principaux leaders, quatre principaux partis, etc. Nous, on avait dit, moi j'avais dit au nom du groupe que j'avais dont j'étais le porte-parole, mon objection au fait qu'il y a une sorte de détachement d'un groupe de quatre partis, et je prédisais que s'ils continuent comme ça, les problèmes vont naître en leur sein d'abord. Le président Macky Sall a été élu par un formidable élan populaire. Vous imaginez un M23 composé de 200 organisations. 200 organisations. Le Benno Bokk Yakaar composé de toute la coalition Macky 2012, toute la coalition Idrissa Seck, Moustapha Niasse, etc., de Gadio, de Tanor, de tout le monde. Toutes ces coalitions ensemble ont soutenu Macky. Et il a eu combien? 65%. Extrêmement bien élu. Donc, à mon avis, si cette dynamique, on avait maintenu cette dynamique, on ne serait pas dans les difficultés actuelles. Ce que je lance comme appel, il y a eu des moments dans l'histoire du Sénégal où moi j'avais essayé un concept. J'avais dit que d'habitude, on dit qu'une personne est déprimée, mais à l'époque, sous le régime de Diouf, vers la fin, quand il y a eu énormément de difficultés, je disais que ce n'est pas les Sénégalais individuellement qui sont déprimés, c'est le peuple sénégalais qui est déprimé. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à peu près à la même situation où les Sénégalais ne dépriment pas individuellement. Les Sénégalais sont fatigués, appartient comme concept historiquement à Kéba Mbaye. Vous direz quoi? Moi, je dis que non seulement fatigués, ça c'est réglé, les Sénégalais sont fatigués, mais aujourd'hui les Sénégalais sont déprimés. Ils passent leur temps à discuter des difficultés du pays, des problèmes du pays, n'est-ce pas? En même temps, ils gardent secrètement l'espoir qu'ils ont élu un jeune président qui a objectivement toutes les coups de franche, un vaste soutien populaire quand il est arrivé au pouvoir. Ils veulent que ce pays-là bouge. Que le secteur privé national... Les choses ne bougent pas au Sénégal. Il y a comme une sorte de chape de plomb qui s'est abattue sur le pays et qui est difficile à expliquer. Moi, je pense que le seul moyen de relancer la machine économique d'un pays comme le nôtre, dans des conditions où l'économie mondiale, globalement, est grippée. La France a des problèmes pour réussir un taux de croissance normal, positif. La France, qui a une machine économique formidable qui date de plusieurs siècles, n'est-ce pas? Beaucoup d'autres pays, les États-Unis, le Japon, tout le monde se bat. Mais ces pays commencent un peu à sortir de leur situation morose, à connaître un peu de croissance. Par la grâce de quoi? D'abord, il y a une vision, et ensuite, il y a la mobilisation du secteur privé national. Elle n'est pas là, la vision? C'est-à-dire que si elle est là, elle n'est pas clairement exprimée. Elle n'est pas déclinée pour que chaque Sénégalais vous dise en 3 phrases, et en vous disant 1, 2, 3, 4, voici les priorités nationales qui sont en train d'être exécutées, voici la vision qui est en train d'être déployée. On nous a présenté le Yoonu Yokkute comme un programme parfait. Sur ça, je pense qu'il faut faire très attention au fétichisme des programmes de campagne. Les programmes de campagne sont faits pour charmer, pour séduire. Ils sont bien écrits, ils sont bien articulés. Et même pour tromper? Non, séduire. Séduire et tromper, ça fait des... Alors, quand vous arrivez à séduire, à capter l'attention des gens, vous leur vendez de belles idées, c'est bien, mais entre le papier que vous leur avez donné, qui décline ce que vous voulez faire, la profession de foi, vos engagements, etc., et ce que vous faites sur le terrain, il y a une grande différence. Pourquoi? D'abord, le premier point qui est important, Yoonu Yokkute a été rédigé peut-être entre 2010 et 2011. On est en 2013. Et les réalités de 2013, peut-être, ne sont plus prises en charge. Il est passé de mode, Yoonu Yokkute? Non, pas du tout, je ne le pense pas. Mais je dis que ce qui s'est passé, la situation que Yoonu Yokkute a décrite et par rapport à laquelle elle a proposé des solutions, est-ce que nous vivons exactement ces mêmes urgences en 2013 et avec la situation actuelle que vit le Sénégal, avec un Mali qui s'est effondré à l'époque, devant nous, la crise dans le Sahel, les problèmes globaux du monde. Donc je dis que... Donc il faut réadapter le Yoonu Yokkute. Non seulement ça, mais moi personnellement, je ne suis pas pour qu'on s'adosse sur des programmes de campagne pour dire que nous avons une vision claire. La vision claire, c'est de dire aujourd'hui aux Sénégalais, on investit massivement dans le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui crée des emplois. L'État n'a pas comme vocation de créer des emplois. L'État est un facilitateur
et par rapport à qui lève les obstacles pour nous donc, facilitateurs, mais par rapport à qui aussi nous confions des tâches, des missions régaliennes. L'autosuffisance alimentaire doit être une mission de l'État du Sénégal. L'autosuffisance alimentaire. Régler la question de l'éducation, la crise scolaire, doit être une mission de l'État du Sénégal. Assurer la défense et la sécurité de notre pays, mission de l'État du Sénégal. Une santé publique, un système de santé efficace, public ou privé, ça doit être une mission où l'État du Sénégal a un rôle à jouer. Donc il y a des missions régaliennes. Mais après cela, si l'État du Sénégal tablait sur son secteur privé, lui donner tous les moyens en termes d'allègements fiscaux, gestion des problèmes d'impôts, etc., facilitation, encouragement de partenariat et trouver aussi des ressources, un fonds d'appui au secteur privé. À mon avis, le secteur privé sénégalais est brillant, il est ingénieur, il nous apporterait beaucoup de solutions. Mais chez nous, en Afrique, il y a une propension pour l'État à tout faire, à vouloir tout faire. Conséquence, en voulant tout faire, on ne fait rien. Donc quand on parle de vision, aujourd'hui, de prise en charge, comme je dis, chaque Sénégalais, si on vous dit quelle est la vision qui est déroulée, vous devrez être en mesure de dire 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas le cas. Et je pense qu'encore une fois, je tire sur la sonnette d'alarme. Il nous faut un sursaut national. Même si on ne travaille pas dans un gouvernement, même si on ne rejoint pas une équipe gouvernementale, parce que tout le monde ne peut pas être dans un gouvernement. Moi, j'apporte mes contributions sans être dans un gouvernement. Je dirige un institut panafricain de stratégie, je travaille sur le continent africain et je suis heureux là où je suis. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de dire il faut qu'on crée une atmosphère de rassemblement, de regroupement national vers le même élan, vers le même objectif. Parce que les difficultés actuelles ne sont pas uniquement sur les épaules de Macky Sall, mais sur l'ensemble de la classe politique et du peuple sénégalais. Là, vous utilisez une expression forte, les Sénégalais sont déprimés. Vous allez même plus loin que Idrissa Seck qui disait que Réumi Dohoul. Non, non, là, vous comparez, je ne sais pas, c'est peut-être parce que vous êtes sérieux que un poulard qui discute les concepts Réumi Dohoul, et même si j'avais bien compris Dohogoul, c'était la première formulation. Vous savez, Idriss Seck, c'est mon frère, Macky Sall, c'est mon frère, c'est tous des frères et des amis. Je vais même utiliser le mot ami, c'est plus sûr que le mot frère, n'est-ce pas? On est dans un pays un peu doyard sur ces questions-là. Non, je pense que Idriss a voulu tirer sur la sonnette d'alarme. Je ne sais pas si ça a été compris comme ça, il y a eu un malentendu. Moi, je lance un appel pour que Idriss, Macky Sall, Gadio, tout Mamadou Lamine Diallo, tout Ibrahima Fall, Moustapha Niasse, Tanor, tout le monde, tous nos frères. Et non sans limiter aux 4 majeurs. Non, c'était une erreur au départ. Et les conséquences sont là. Tous les tiraillements que nous avons, tous les tiraillements, tous les blocages se font entre les 4. Les autres ont été relativement marginalisés ou considérés comme 3 fois rien, ce qui est une erreur historique grave, à mon avis. Ce que je dis, c'est qu'il est temps qu'on accepte que les difficultés sont réelles. Moi, la nuance que j'apporte, peut-être qui n'était pas dans le propos de mon ami Idrissa Seck, la nuance que j'apporte, c'est que je ne vois aucun Sénégalais capable, dans les mêmes conditions, avec les mêmes difficultés, en un an, de pouvoir régler tous les problèmes de ce pays. Il y a des signaux forts. Et ce qui est grave, d'ailleurs, c'est l'avertissement que je lance d'ailleurs à tous les amis, y compris à moi-même, qu'aucun politicien ou leader politique ne dise au peuple sénégalais: si moi vous me donnez le pouvoir, je règle les problèmes d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que c'est comme si on disait, après un an, il faut juger Macky Sall définitivement. Ça veut dire que toute personne qui demain aura le pouvoir, en un an, on va te juger définitivement. Comme vous dites, des histoires à la Morsi vont se multiplier un peu en Afrique. Macky Sall a un mandat de 7 ans qu'il a ramené à 5 ans. Il doit être jugé sur l'ensemble. Bien entendu, je l'exhorte, dans la deuxième année, et même depuis la première année, il y a des signaux forts qui doivent être donnés, que la vision est claire, on sait où on va, on sait comment y aller ensemble, et que l'ouverture est totale, qu'il y a une stratégie pour faire participer tous les fils du peuple, toutes les filles du peuple qui ont des compétences. Vous voyez, quand je pense qu'il y a plus d'1 million de Sénégalais experts qui vivent à l'extérieur, je n'ai pas vu un grand mouvement de retour vers le Sénégal de cette expertise nationale. On parle de 4 millions de Sénégalais qui vivent à l'extérieur ou plus. Peut-être dans ces 4 millions, vous avez 500 000 à 1 million, un demi-million à 1 million d'experts de haut niveau. S'ils étaient enthousiastes, si la vision était claire à leur niveau, ils allaient tous rappliquer. Beaucoup d'entre eux veulent rentrer pour servir leur pays, mais ils ne viennent pas. Oui, quelles peuvent être les conséquences de ce manque de vision que les Sénégalais regrettent? Abdoulaye Wade peut-être? Certains l'ont dit, et moi j'ai rendu un hommage à Abdoulaye Wade, c'est pas parce que je regrette son régime. Non, je pense que dans le régime d'Abdoulaye Wade, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu même du mauvais, n'est-ce pas? Mais ce que je sais, c'est que
évoquant la question du panafricanisme par exemple, Wade a été un grand leader panafricaniste. Et je lui ai rendu hommage et j'y crois profondément. Et moi, je ne suis pas pour les oraisons funèbres. Attendre que quelqu'un nous quitte pour faire de beaux discours derrière la personne et dire qu'elle était la meilleure des personnes, alors que de son vivant, vous lui disiez, n'est-ce pas, tout le contraire. Je ne suis pas de cette éducation. Je pense que Wade a besoin d'entendre des Sénégalais, qu'il a servi son pays 26 ans d'opposition, il a contribué à la première alternance pacifique zéro mort au Sénégal, il a lancé de grands chantiers, il nous a donné la culture des infrastructures et l'ambition panafricaine. Sur cela, nous lui devons reconnaissance et gratitude. Ça, c'est clair. Maintenant, sur les questions de gouvernance, Wade a eu un style de gouvernance tellement, je ne sais pas, libéral ou trop open, et qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Et en plus, il a été victime du système qu'il connaît bien, qui est le système de la Ve République. Moi, je dis que nos amis français, en inventant la Ve République, ont inventé la royauté républicaine ou la république monarchique. Parce que la Ve République crée des rois. Okay. Et le président dans la Ve République se comporte comme un roi. Wade a cédé à cette tentation. En plus maintenant du projet d'évolution dynastique qui lui a créé beaucoup de problèmes. Vous dites qu'il mérite reconnaissance, mais là, il court derrière ses indemnités, derrière son salaire depuis qu'il est parti. Vous invitez aujourd'hui Macky Sall à lui remettre ce qu'il lui doit. Non seulement ça, mais moi je rêve d'un Sénégal où quand Wade quitte le pouvoir, Macky Sall, une fois par mois, l'appelle. Monsieur le Président, comment ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous ne manquez de rien? Premièrement. Et deuxièmement, Monsieur le Président, vous avez suivi l'actualité dans notre pays. Est-ce que vous avez des conseils, des suggestions? Moi, je rêve d'un Sénégal comme ça. C'est ce que j'appelle le Sénégal réconcilié avec lui-même. On ne peut pas vivre dans le passé. Il nous faut construire l'avenir. Il nous faut construire le présent et construire l'avenir. Le passé nous sert simplement de repère pour éviter de répéter les erreurs du passé. Mais je crois qu'il est temps qu'un sursaut national se fasse, qu'un vaste rassemblement des Sénégalais, tout le monde se sente invité, désiré à participer au redressement de notre pays. Oui, dernière question. Quel commentaire vous inspire ce bras de fer entre le Premier ministre et Diagne Ndiaye concernant un poste au CIO et on ne l'a pas finalement obtenu parce que les deux se tiraillaient? Tous les deux sont des amis. Je ne voudrais pas trop. Après tout ce que j'ai dit sur les difficultés de notre pays et les invites que j'ai faites au rassemblement et au regroupement, prendre un sujet de cette nature et vraiment en parler. Si on était tous dans la même dynamique de sursaut, de réconciliation pour aller de l'avant ensemble, peut-être qu'on aurait évité le problème dont vous faites mention. Et encore une fois, le Sénégal est plus important que chaque Sénégalais pris individuellement. On a trouvé ici le Sénégal, on va partir un jour et laisser le Sénégal derrière. Pour cette raison, nous devons respect, considération et dévouement à ce pays et à ce peuple. Et les autorités ont-elles été bien inspirées d'avoir retiré les passeports diplomatiques de certaines anciennes personnalités de l'État? Dans le cadre d'un mouvement de réconciliation nationale, ce problème est réglé ipso facto. Chacun se sentira à l'aise, chacun se sentira bien dans sa peau et il n'y aura plus ce genre de problème. Je crois qu'il faut décrisper l'atmosphère, mettre tout le monde à l'aise. C'est Macky Sall, le président élu démocratiquement du peuple sénégalais. C'est un jeune président, il est en train de travailler, il a besoin que nous tous, on lui apporte à distance ou à côté de lui nos contributions, nos idées, etc. Et pour lui permettre de mener à bien sa tâche au bénéfice du Sénégal, pas à son bénéfice personnel, mais au bénéfice du Sénégal. Si on est dans cet état d'esprit, on est tous réconciliés, mais il y aura bien entendu des opposants, des gens qui ne sont pas du tout d'accord et qui vont proposer des projets alternatifs. D'autres comme nous aussi qui ont une vision alternative. On n'est pas d'accord avec tout ce qui se fait dans la majorité. Comme on n'est pas forcément contre certaines idées de l'opposition, on va continuer à bâtir notre réflexion pour un Sénégal nouveau dans une Afrique unie. Voilà. Merci, Dr Cheikh Tidiane Gadio. Vous êtes le président du mouvement politique et citoyen Louis Jotna, président de l'Institut panafricain de stratégie, ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et ancien candidat à la présidentielle. Ça a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.